Smart Strategy vous est présenté par Circle, powered by Square. Les amis, on est de retour. Une nouvelle demi-heure consacrée à la stratégie avec Augustin van Rijkevorsel. Bonjour Augustin, donc le patron fondateur de Circle Strategy. On va parler, alors là pour le coup, d'ailleurs, il faut que tu me dises tout de suite ce qui t'intéresse, parce que Eric Plat, bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes alors en termes de gouvernance le président du réseau Atoll. Président. Voilà, président du réseau Atoll. Il y a énormément de portes d'entrée, notamment, c'est une coopérative, c'est ça? C'est une coopérative, donc, tout à fait. Il y a coopérative, il y a réseau franchisé, coopératif, décentralisé, comme on anime ça. Et puis il y a ce secteur de l'optique, qui est quand même un secteur passionnant. Tout à fait. À tout point de vue. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi l'angle d'entrée là? Alors, l'angle d'entrée, pour moi, il y a un truc que je voulais voir avec toi, Eric, c'est la... Parce que j'ai vu qu'en termes d'innovation, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est amusant sur le secteur de la lunette, tu as l'impression de te dire, OK, voilà, le marché est là, les lunettes, une lunette, c'est une lunette. Et comment est-ce que tu arrives encore à aller creuser des nouvelles niches et aller ailleurs? Et chez Atoll, vous êtes en train d'essayer de le faire, mais une des bases dans le retail, dans le FMCG, dans les boîtes de grande consommation, c'est la notion de nouvelles RTM, quoi. Tes routes to market, comment est-ce que tu vas aller chercher ton consommateur? Attends, il y a plein de trucs que je comprends pas. Okay, tu dis, c'est la notion de quoi? Route to market, RTM. Okay, ça veut dire qu'en gros, tu vas aller chercher ton consommateur, le chemin pour arriver à joindre ton consommateur. Okay, et à la base, dans le secteur de lunettes, c'est très simple. Hein, tu as ton magasin, ton machin, et Atoll arrive encore à trouver des nouvelles manières. Comment est-ce que tu t'es posé là-dessus en disant comment est-ce que tu adresses cet aspect-là? Alors, 3 grands chemins. Ouais. Le premier chemin, c'est les services. C'est la digitalisation. C'est quelque chose d'assez commun dans tout le commerce. On se pose des questions. Comment est-ce que je digitalise mon activité? Nous, dans l'optique, il ne se vend rien sur Internet. Mais par contre, il y a un gros temps de préparation du consommateur pour sa lunette. Et il y a un gros temps ensuite de suivi du consommateur une fois qu'il a acheté sa lunette. Donc là, le digital intervient. Ça, c'est le premier axe d'innovation. Le deuxième axe d'innovation, c'est le support. C'est la monture de lunettes. On peut innover, par exemple, comme on l'a fait chez Atoll, avec des charnières sans vis, parce que nos clients nous disent les charnières de lunettes, c'est tout en train de se dévisser, c'est pénible, etc. Et puis la troisième grosse innovation... On fait le truc là avec... C'est une petite charnière à lame. Clac voilà. Clac, Attends, parce que moi j'ai été chez Atoll aussi là. J'avais pas remarqué. Elle a ça aussi. Elle a ça aussi, dis donc. Et donc il n'y a pas de vis. Voilà, donc c'est... On est en train de faire la pub, les amis, franchement. Petites innovations. C'est pas joli. Agréable pour le consommateur. Et puis il y a des grosses innovations qui portent sur la vue. Alors là, il y a des verriers qui sont des grandes multinationales qui innovent en permanence sur les verres de lunettes, les verres progressifs, les verres. Mais il n'y en a qu'un. Pourquoi tu dis des? Il y en a qu'un. Essilor. Non, il y a Essilor, il y a Zeiss, il y a des gens comme Oya. Ils sont assez innovants. Ils apportent des réelles révolutions pour la vision, pour les nouveaux usages. Et puis enfin, il y a sur la vision comme nous, par exemple sur la dyslexie. Où on va apporter une révolution de rupture à la dyslexie. C'est ça, parce que les innovations que tu as données avant, c'est de l'innovation qu'on appelle incrémentale. Donc en fait, tu n'augmentes pas ton marché avec ça. Ton marché, il attend à ce que tu t'innoves au fur et à mesure et que tes lunettes ne pèsent pas des kilos à chaque fois que tu le mets sur le nez. Bon, ça a bougé, donc ça c'est très bien, mais tu n'élargis pas ton marché. Le challenge là aujourd'hui, c'est de se dire, OK, j'ai ma base de marché qui est là, comment est-ce que je fais pour l'agrandir, quoi? C'est exactement ça. Il y a 8 millions de dyslexiques en France. Ouais. Il y a environ 2 enfants par classe qui sont dyslexiques et dont la vie est rendue pénible par la dyslexie parce qu'ils sont obligés de fournir 2 à 3 fois plus d'efforts que les autres pour réussir. Et donc, s'ils n'ont pas la chance de tomber dans une famille où ils vont être épaulés, eh bien, grosso modo, ils vont droit à l'échec. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 2 grands chercheurs français qui ont découvert, parce qu'on analysait très très bien les symptômes. La prise en charge est bien faite en France pour la dyslexie, entre les ophtalmos, les orthoptistes, les orthophonistes. Il y a un bon niveau de prise en charge. À l'école, il y a un tiers-temps qui est mis en place. La prise en charge est bonne. Mais ça n'empêche qu'il y a encore des ratés parce qu'on ne savait pas d'où venait la dyslexie. Et là, il y a 2 scientifiques français à Rennes, dans une faculté rennaise, qui ont découvert. Et du coup, toi, t'achètes ces technos? Nous, on a acheté. Alors, c'est pas la techno qu'on a acheté. Okay. On a
acheté une licence d'exploitation, puisque depuis la réforme des universités, eh bien, les universités, via un organisme qui s'appelle la SAT, S-A-2-T, qui est une société de transfert de technologie, le gouvernement a autorisé les chercheurs payés par l'État à vendre en fait le fruit de leur découverte au secteur privé. C'est assez récent, ça a une dizaine d'années. Et nous, quand moi j'ai mis en place le secteur recherche et développement chez Atoll, j'ai embauché des ingénieurs pour une société qui fait du commerce. Il y a 4 ans, j'ai embauché des ingénieurs et je leur ai dit, ben voilà, on va travailler dans 4 directions, la santé à la maison, la santé des enfants, la santé des seniors, la santé à la conduite. Et je leur ai dit, ben écoutez, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est s'appuyer sur les fonds de recherche français. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Il y a des gens qui travaillent en permanence et on va traquer comme ça tous les secteurs dans lesquels ça pourrait nous intéresser. C'est ainsi qu'on a découvert ces 2 chercheurs. C'est ainsi qu'on a signé avec la SAT une licence d'exploitation. Et nous avons déposé un brevet pour une lunette à verre électronique qui permet, en fonction de la recherche de ces chercheurs, de corriger mais d'apporter une aide à la lecture sensationnelle. Éric, parce qu'il y a un truc quand même, on voit les pubs. Il y a un truc dont tu n'as absolument pas parlé, c'est le prix. C'est-à-dire, c'est le vrai sujet avec ce secteur. Mais combien ça coûte la paire de lunettes, puisque du jour au lendemain, on peut m'en offrir une pour le prix de 2, 2 pour le prix de 3, 5 pour le prix de 8. Bref, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de ces trucs-là et que toi, tu insistes sur le service, sur les innovations, et qu'on va avoir une communication qui va être complètement transformée de la part des opticiens et qu'on va arrêter de se battre sur le prix en amenant des confusions qui sont quand même considérables. En tous les cas, nous, c'est notre choix. Nous, depuis longtemps, on a arrêté de se battre sur le prix. Atoll offre certes la 2e paire pour 1 euro, comme tous les opticiens, mais c'est pas notre axe, c'est pas celui que nous avons privilégié. Moi, je suis patron d'une coopérative. Je suis moi-même élu comme patron de cette coopérative. Je suis actionnaire de 6 magasins d'optique. Et donc, ça fait longtemps que je sais comment fonctionne une coopérative. Ça fait 10 ans que je suis à la tête de cette coop. Je sais qu'il faut travailler en groupe, en coopérant, en co-construisant. Et quand on a co-construit notre nouveau plan stratégique en 2016, ils m'ont dit, mais nous, Éric, on ne veut pas communiquer sur les prix. On en a marre de ces offres commerciales trompeuses. On ne veut pas aller dans ces directions. Emmène-nous vers des choses qui sont innovantes pour nos clients, vers de la vraie innovation de rupture qui va créer des nouveaux marchés, passer de l'océan rouge à l'océan vert. Vous connaissez cette stratégie qui nous permet d'aller vers des horizons où il y a des marchés qui s'ouvrent. Donc tu mises ta croissance. Je ne connais pas, moi, océan rouge, océan vert. Ça veut dire quoi, océan rouge, océan vert? En fait, l'océan rouge, c'est l'océan dans lequel naviguent plein de bateaux sur un banc de poissons qui est de plus en plus petit. Voilà, mais en fait, l'océan rouge, c'est là où il y a plein de requins et que tu te fais bouffer, il y a plein de sang. C'est l'océan bleu, où tu peux aller sur l'océan bleu et là, il y a personne. On va créer des nouveaux marchés. Intéressant. Très intéressant. Donc tu mises ta croissance sur ces innovations, tu viens chercher des nouveaux marchés. Du coup, là-dessus, il y a parce que tu me disais que le digital, le consommateur, il est toujours pas prêt. Il est toujours pas prêt à acheter ses lunettes. Mais par contre, il prépare de plus en plus son achat. Aujourd'hui, à peu près 30% des acheteurs de lunettes préparent leur achat sur Internet. Donc là, à ce moment-là, on leur propose des rendez-vous, on leur propose des solutions. Par exemple, entre le mois de mai, où on a mis en place notre nouvelle solution de rendez-vous, et le mois d'août, on a pris 130 000 rendez-vous pour venir en magasin à une heure précise, ce qui était complètement inouï avant la crise. Pendant la crise, on s'est préparé, on a poussé encore plus loin le bouchon de la digitalisation, notamment dans ce parcours client, ce pré-parcours client avant de venir en boutique. Donc quand on prend 130 000 rendez-vous, on change de paradigme, parce que c'est un tiers de nos rendez-vous en magasin. Parce que, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est quoi, 300, 400 000 clients qui passent par le réseau Atoll chaque année? Non, on fait plus d'1 million de clients chaque année. Hein. Bah alors. Donc, mais en fait, là, c'est sur 3 mois. Ah oui, d'accord, c'est sur 3 mois. Oui, sur 3 mois. C'est 25 à 30%. Je ne sais pas si ça va durer. Dans tous les cas, c'est presque un client sur 3. Donc, aujourd'hui, on est en train de révolutionner ce parcours client. Et en post-achat, on le révolutionne aussi, puisque depuis peu de temps, l'enseigne Atoll est la première enseigne à être multicanal, omnicanal. C'est-à-dire que quand un client vient, qu'il est assis à la table de vente, on prend ses données, on lui propose une paire de lunettes, des verres, et ensuite, quand il ressort, on lui propose de créer son dossier privé personnalisé où il retrouve toutes les données de sa lunette. C'est une véritable gageure que de faire passer l'information de la table de vente au smartphone du client. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on passe par tout un tas de circonvolutions digitalisées, informatiques, pour arriver à son smartphone. Et donc, nous, on l'a fait.
dans un réseau d'indépendants. Il ne faut jamais oublier. Comment est-ce que tu communiques là-dessus ? Alors, aujourd'hui, c'est tout nouveau, tout ça. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que je découvre, moi, tout ça. Alors, en fait, on communique par le bouche à oreille. C'est-à-dire que notre force, c'est d'envoyer tous ces stimuli aux clients. Aujourd'hui, après quelques semaines de lancement de ces solutions omnicanales, on a aujourd'hui plus de 20% de nos clients qui se créent un dossier personnel sur la base des données qu'on lui envoie et qu'on lui partage. C'est ça. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, le lieu physique reste un point stratégique pour Atoll, en termes d'achat. Et ça, c'est pas quelque chose je crois beaucoup au physique, même s'il y a des métiers, par exemple pour le voyage, vous avez reçu le patron de Voyageurs du Monde, on voit bien le changement de paradigme, où ça devient des showrooms ou des bureaux. Nous, c'est tout l'inverse. Nous, au contraire, on mise sur cette relation client, parce que la lunette s'inscrit quand même dans un parcours de santé. On sort de chez un ophtalmo, les rendez-vous se succèdent à toute vitesse, et nous, on est chargé de faire la voiture balai, d'expliquer derrière ce que c'est qu'une myopie, une hypermétropie, un astigmatisme. L'ophtalmo n'a pas le temps de faire ça, les docteurs. Donc nous, on va expliquer tout ça. Il vient de nous dire, ce qui est une parole très juste. Les médecins ont quand même pas le temps de parler aux patients. Hein, les gars, on va exagérer quand même. En plus, ils comprennent rien. Les patients, ils n'ont pas fait médecine, ce qui est un grand défaut des patients. Voilà. Je pense que pour expliquer une myopie, l'opticien... Non, mais c'est passionnant. Mais Eric, je crois pas, je réfléchis là-dessus, je crois pas qu'il y ait d'autres secteurs qui, je vais pas envie de dire résistent à Internet, parce que ça veut rien dire, mais qui effectivement... on a quand même des entrepreneurs qui savent faire, quoi. Marc Simoncini, il sait faire, qui s'y sont lancés. Effectivement, ils ont eu beau mobiliser énormément de ressources pour essayer de percer sur le marché. Sur le papier, ça avait un sens. Oui. Et en fait, dans les comportements, ça a marché. Dans les comportements, ça n'en a pas. De la chaussure absolument sur le net. Hein. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, peut-être que ça se passera au moment sur la lunette aussi. Ça résiste maintenant, mais est-ce qu'il va y avoir un point de basculement ? Parce que la chaussure, il y a 6 ans, il y a personne qui y croyait. Mais non, la chaussure, mais c'est un dispositif de santé, comme le dit Eric. Il y a l'e-santé là quand même. En tous les cas, nous on s'y prépare. C'est-à-dire que si ça devait basculer demain, nous, il faut qu'on apporte une solution originale. C'est ça. Donc, je sais que mes confrères, quand ils vont m'entendre, n'aiment pas le fait que on puisse dire que demain, le marché basculera sur le digital. C'est normal. Nous sommes des opticiens physiques. Nous avons des magasins. Et ce qu'ils veulent... 800 magasins. Moi, je suis là pour ça. Voilà, 800. 730 à l'enseigne, et puis d'autres qui sont indépendants, qui sont dans notre centrale. Eux, leur but, c'est de faire marcher leur enseigne physique. Donc, nous, on est là pour faire marcher leur magasin physique. Mais on leur dit... Attention, mesdames, messieurs, il peut y avoir un phénomène de bascule. Et nous, on va vous accompagner dans cette bascule. Le regroupement, le travail en commun, la mise en commun de moyens, ça sert à ça, à anticiper les éventuels basculements du marché. Et rassurez-vous, on va vous apporter des réponses là-dessus. C'est ça. Et alors, parce qu'il y a un autre truc que j'ai vu aussi, c'est que vous avez votre propre réseau logistique, qui est quand même un peu le nerf de la guerre quand on parle de digital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous appuyez sur des gros acteurs dont vous devenez un peu dépendant, genre d'Amazon et des genres de choses-là ou pas ? Alors, on a des gros acteurs comme fournisseurs. Par exemple, si je prends Essilor, c'est une multinationale dont la valorisation boursière est plus importante que celle du groupe Peugeot, etc. Bon, donc c'est un énorme acteur mondial. Pour autant, ce sont des gens avec qui nous travaillons en partenariat. Parce qu'ils apportent énormément d'innovation au marché. On ne peut pas se passer de ces innovations. Il y a Zeiss, par exemple, qui est allemand, qui également innove énormément. Et donc, on s'appuie sur ces deux acteurs. Il y a un autre acteur sur lequel on ne s'appuie pas pour l'instant, c'est Oya, qui est un acteur asiatique, parce que jusqu'à présent, dans notre stratégie attolienne, eh bien, nous voulons favoriser les fournisseurs français. Mais quand tu vois ton fournisseur Essilor, qui se rapproche de Luxottica et donc s'intéresse aux montures, et puis qui s'intéresse aussi derrière à la distribution et au retail. Voilà, il n'y a pas un moment où tu te dis qu'est-ce qu'ils vont... Il n'y a pas un moment où... D'autant plus qu'ils ont fait une offre publique d'achat d'un célèbre retailer en France, tout à fait. Qui est un monstre européen. Grand optical. Et qui, évidemment, nous pose question. Mais dans toute stratégie, il y a moyen de tirer un certain nombre de bénéfices. Donc, moi, je me dis, de toute façon, leur intérêt, c'est certainement pas de sacrifier leur marché actuel, qui est l'un des plus gros marchés, le marché français, chez Essilor, ça doit être 8 à 10%. Leur intérêt, c'est certainement pas de sabrer ce marché-là. C'est pas plus que ça.
C'est déjà considérable. Mais pour un acteur mondialisé comme eux, le marché français, c'est le principal marché. Ça ne représente plus que 8 ou 10%. Ah oui. Non, c'est pas. Mais Essilor, les verres Essilor, c'est pas 8% du marché de la lunette en France. Non. Ah oui, voilà, c'est ça. J'avais mal compris avec l'ensemble des marques. 50, 60, 70%. Oui, voilà. D'accord. Mais le marché français représente entre 8 et 10% de leur activité mondiale. Je pense aujourd'hui, derrière l'Amérique, peut-être encore devant l'Asie. Mais enfin, en tous les cas, c'est encore un marché important. Et il est évident que si ces gens-là investissent le marché français, il y a sûrement des opportunités à en tirer. Nous, notre pari, c'est surtout d'innover, vous l'avez compris. C'est ça, parce que en fait, ils peuvent, le risque sur les réseaux d'optique, c'est que Essilor réserve au moins un temps ses innovations les plus intéressantes à son propre réseau de distribution. Ouais. On est Ce d'accord. qui valide totalement à ce moment-là, toi, ta stratégie d'avoir ta propre innovation. Ta propre R&D, quoi. Ouais. D'autant plus que notre innovation, elle est mondiale. Et nous aussi, on va proposer cette innovation à l'ensemble du monde. On a remporté au Consumer Electronics Show à Las Vegas en janvier le award de l'innovation mondiale quand même, pour cette lunette, ce qui nous a permis de rentrer en contact avec des distributeurs américains, des distributeurs du monde entier. C'est ça. Et donc ça veut dire que tu le fais fabriquer en marque blanche par un grand verrier. On le fabriquera en France parce qu'une innovation de cette ampleur peut pas être fabriquée en Chine. C'est trop dangereux. Et il y a l'outil de production en France pour fabriquer. Bien sûr, mais il faut savoir qu'en France, on peut s'appuyer sur des gens extrêmement sérieux. Nous fabriquons la lunette à Toulouse, dans une entreprise toulousaine qui fabrique des systèmes de tracking de véhicules d'aéroport. Et ils sont très contents aujourd'hui de pouvoir travailler pour nous. Je pense même que la production de nos lunettes, que ce soit pour les seniors qui détectent la chute ou que ce soit pour la dyslexie, va peut-être même les sauver. C'est ça. Donc je suis assez fier de cela. Ah, c'est super intéressant. C'est génial. Il y a une cinquantaine d'emplois là derrière. Mais dans la démarche au départ, quand tu dis pas question d'aller en Chine, c'est pour pas se faire piquer les brevets. Ah oui, oui, c'est ça. Brevets. Il y a deux choses. Il y a ne pas se faire piquer les brevets et ensuite, qui sont mes clients ? Mes clients en tant qu'opticien, c'est qui ? C'est des Français qui travaillent sur le territoire français. C'est pas les Chinois. Moi, je suis pas dans le luxe. Donc, si je choisis systématiquement des fournisseurs qui détruisent l'emploi en France, qui seront demain mes clients ? C'est compliqué. Soyons réalistes. Mais du coup, la dépendance avec la production, ça c'est une chose. La dépendance avec la logistique, tu l'as pas trop ? Parce que c'est un des trucs à préparer dans la digitalisation. C'est la raison pour laquelle on a investi dans une plateforme logistique qui est à Beaune, en Côte d'Or, où nous avons une petite centaine de collaborateurs qui œuvrent tous les jours à livrer 5 à 6 000 colis à notre réseau. Tu as fait le choix de vraiment de structurer ta logistique de manière... Et c'est neuf ça, tu sais, c'est par le fait qu'Amazon commence à rentrer de partout, on se dit ok, non, c'est par esprit d'indépendance, de même qu'on a développé nos propres outils informatiques. L'outil à la table de vente est un outil qui est conçu certes par une société extérieure, mais spécifiquement pour nous, dans un esprit de maîtriser notre data. Parce qu'il y a un autre truc intéressant, c'est que quand tu regardes du end-to-end, comme on dit, de la table de vente à la livraison, il y a un asset assez intéressant là derrière. C'est qu'aujourd'hui, tu vends des paires de lunettes, mais le fait d'avoir encore des business qui ont, Stéphane le disait, qui ont le privilège, entre guillemets, de pouvoir résister avec un lieu physique, et en plus de ça, tu as de la logistique derrière, tu réfléchis à d'autres pistes en disant, tiens, j'ai ces assets. Servir de tout ça pour vendre autre chose. Pour vendre autre chose ? Non, on vendra toujours de l'optique. Nous, on est un réseau d'opticiens, un réseau de professionnels, de métiers. Mais ce que je pense, c'est que dans ce métier-là, il y a encore plein de choses à faire. Parce que la vue est un bien précieux. 80% des informations qui atteignent notre corps passent par la vue. Les 20% restants, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. C'est très faible. Et donc, comme on utilise de plus en plus notre vue du matin au soir, nos journées durent de plus en plus longtemps. On se réveille, qu'est-ce qu'on fait ? Premier réflexe, on prend notre smartphone. On se couche, dernier réflexe, on pose notre smartphone. On a toute la journée le nez, les oreilles dans les écrans. Donc ça contribue à révéler les défauts visuels. Et donc, nous, on apporte des solutions visuelles. Alors,
Ouais, c'est 80%. Parce que c'est toujours les questions entre mômes. Est-ce que tu préférerais être sourd, aveugle là et oui, en fait, c'est aveugle, c'est le pire. Si vous posez la question à quelqu'un entre je te coupe un bras et je te crève les yeux, il choisit. Eric, faut dire un mot quand même. Alors, mais justement, faut dire un mot de ce modèle quand même un petit peu ahurissant de l'optique en France, où en gros, tu rentres dans un magasin d'optique, le gars va pas te demander ce dont tu as besoin, il va te demander ta carte de mutuelle pour savoir en fait quel est lui son budget, combien il peut te vendre. Voilà. C'est un modèle qui arrive au bout quand même, alors qui a pris un coup avec l'ensemble des paniers de soins. Comment est-ce qu'on appelait ça, le forfait à zéro, 100% santé. Voilà, le 100% santé, et qui arrive aujourd'hui. Ça y est, les mutuelles commencent maintenant à vous poser un certain nombre d'exigences, enfin, à ne plus payer forcément tout ce qui a été commandé. Est-ce que c'est un modèle qui est en train d'évoluer ? Oui, alors ça fait un petit moment que les mutuelles ont arrêté de mettre en place, moi, ce que j'appelle des contrats assassins, c'est-à-dire ces fameux contrats où le consommateur avait 100% des frais réels et où c'était très tentant pour lui d'utiliser la mutuelle, qui finance par ailleurs de la santé. C'était très facile pour lui d'exiger de son opticien des produits dont il n'avait pas forcément besoin. Donc ça, Eric, c'est le premier point. On peut se le dire entre nous, en toute amitié, c'est l'opticien qui lui proposait. C'est l'opticien qui lui proposait, on ne les connaissait pas, nous, les produits. Stéphane, pour répondre à cette affirmation, en fait, la question de la carte, vous n'êtes pas au courant, mais on est là justement pour s'informer mutuellement. En fait, ce sont les complémentaires santé qui ont mis en place des réseaux de soins et qui nous obligent, pour ces réseaux de soins, à demander immédiatement aux clients quelle est votre carte mutuelle, parce que dans le cadre de ces réseaux où il y a des appels d'offres, on s'engage à faire le tiers payant pour le consommateur. Et si vous ne demandez pas immédiatement la carte mutuelle du consommateur, vous pouvez passer à côté d'un client qui est dans un de ces réseaux, donc passer à côté les conditions commerciales que vous devez lui faire et passer à côté le tiers payant, ce qui peut vous faire perdre le réseau. Ce qui fait que comme ce système de réseau s'est généralisé, en fait, l'opticien maintenant a pris le réflexe d'instantanément demander la carte, sinon il prend le risque de perdre un de ces réseaux. Donc en fait, mais ça veut dire que c'est quand même un peu pernicieux. Oui, voilà. Enfin, en même temps, on comprend bien, ces réseaux de soins, les mutuelles, elles sont aussi comptables de notre argent et elles disent que ça développe l'efficacité et que ça permet globalement d'essayer de faire baisser les coûts. Alors, je pense qu'on pourrait regarder aussi du côté de l'efficacité de la gestion de ces complémentaires, parce qu'aujourd'hui, il y a encore 600 à 700 complémentaires qui, pour beaucoup, ne se sont pas digitalisés, qui, pour beaucoup, passent 30% de leurs revenus je dirais, en frais divers et variés, parfois en publicité, parfois en bateau, parfois en beaucoup de choses. Donc, si vous voulez qu'on vienne pas me donner des leçons, sur la façon de gérer un magasin. C'est intéressant. Mais alors ça, pour toi, Gus, je pense, c'est un mode de commerce qui là encore est unique. C'est-à-dire, tu es sur un produit unique et sur un mode de commerce et de relation client qui est aussi parce que à un moment, unique et compliqué à gérer. Parce que ces aides, une fois que tu t'appuies quand même sur ces aides, si ça, tu te prépares un peu en se disant peut-être qu'un jour les mecs ils vont se dire ok ça suffit, maintenant on coupe parce que c'est pas possible, c'est leur modèle économique. Mais ouais, leur se tiennent par la barbichette tous. Là. Voilà, c'est-à-dire que en fait, quand vous prenez un contrat de mutuelle, d'abord c'est rendu obligatoire par la loi. D'accord. Aujourd'hui, depuis la loi du gouvernement précédent sur les mutuelles sont rendues obligatoires. Tout salarié doit bénéficier d'une mutuelle. Donc on est déjà presque dans un système totalement administré. Bon, ensuite, les deux premiers points que regarde le consommateur dans son contrat mutuel, parce qu'il a la Sécu, par ailleurs. S'il va à l'hôpital, la Sécu prend quasiment tout en charge, sauf peut-être la télé ou le lit ou la chambre individuelle. Mais grosso modo, la Sécu prend tout en charge. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qui coûte cher, les lunettes, les dents, les prothèses auditives. C'est ça qui coûte cher dans le budget du ménage. Parce que, effectivement, si vous voulez une bonne paire de lunettes, or nous, ce qu'on essaye de vendre, c'est des bons produits, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vue. Et moi, je pense que le prix de la vue n'a pas de prix. C'est-à-dire que pour avoir... Moi, j'ai la chance d'avoir d'excellents verres progressifs, mais quand je compare avec d'autres verres progressifs plus simples, le confort, c'est sans commune mesure. Donc, pour moi, la vue n'a pas de prix. Et donc, on est dans un système où le consommateur a bien compris cela, parce qu'il sollicite de plus en plus sa vue, ses yeux, et par conséquent, il sollicite sa complémentaire santé.
C'est ça. Alors après, il y a des dérives, c'est-à-dire il y a la dérive j'y ai droit. Donc il y a des gens qui peut-être vont chercher à optimiser. Mais en fait, dans les études qu'on fait, il y a 7 à 8% de consommateurs qui cherchent à optimiser. Eric, il nous reste 2 minutes. Oui. Ton ambition à la tête d'un réseau comme Atoll, c'est globalement, on est entre les différents réseaux d'opticiens sur des parts de marché qui sont à peu près stables, disait Auguste tout à l'heure. Ton ambition, c'est quoi? C'est d'aller gagner des parts de marché ou, on a cru comprendre, de monter en gamme et donc, j'imagine, de dégager davantage de marge? Comment est-ce que tu... Mon ambition, c'est grâce à l'innovation de nos produits, de nos services, apporter aux Français une garantie sur la qualité ça, de leur... D'accord, monsieur le ministre. Mais la stratégie d'Éric Plat aujourd'hui à la tête d'Atoll. La stratégie en tant que chef d'entreprise, Voilà. c'est de prendre des parts de marché sur un océan rouge qui est déjà assez encombré. Oui. On est loin d'être le leader. On fait 400 millions quand les leaders font 1 milliard. C'est qui le leader sur ce marché? Les leaders, c'est Chris et Optique 2000, qui sont leaders, qui sont co-leaders, on va dire. Ils pèsent à peu près le même poids. Et donc nous, si on veut se développer à notre niveau de chiffre d'affaires, il faut absolument qu'on fasse ce qu'ils ne font pas. C'est la raison pour laquelle j'ai tout misé avec mon conseil d'administration, avec les opticiens Atoll qui le souhaitaient. On a tout misé sur cette innovation, tous azimuts, dans notre communication, dans nos services, dans le digital et dans les produits. Université de Rennes. Université de Rennes. Non, c'est top, c'est top. Et c'est un dispositif optique ou c'est un dispositif... C'est un dispositif électronique. Électronique. On a embarqué dans la lunette. Dans les branches de lunettes. Et on a une application sur téléphone qui permet de régler la lunette. On a plus de 30 niveaux de réglage. La lunette communique avec le smartphone en Bluetooth et on peut ajuster le réglage pour faire en sorte que la personne y voit bien. On a eu des réactions de gens qui se mettaient à pleurer avec notre lunette. Quelle histoire! Dyslexique, hein, donc je vais essayer. M'étonne pas, ça. Eric, c'était un plaisir. Non. Vous me réconciliez avec les opticiens. Merci. C'est dire. Ça m'inquiète un peu. On faiblit avec l'âge. Allez, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de stratégie. Bonne semaine à vous. Smart Stratégie vous est présenté par Square.